Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous entamons ici le second chapitre du module algorithmique et programmation, plutôt le premier chapitre en ce qui concerne le contenu proprement dit du module. Dans ce chapitre-là, nous allons faire tout d'abord un rappel sur ce qui a été vu dans d'autres cours informatiques. Nous allons donner une définition générale de ce que représente ou de ce qu'est l'informatique. Nous allons définir ce qu'est exactement un ordinateur. Nous allons donner un exemple d'exécution d'un programme très simple pour montrer comment les composantes de base d'un ordinateur fonctionnent entre elles, communiquent entre elles pour pouvoir exécuter une action donnée et par conséquent résoudre un problème. Dans l'exécution d'un programme, il y a évidemment des données qui sont traitées. Nous allons voir comment ces données sont représentées au sein d'un ordinateur. Et finalement, toute cette première partie nous permettra d'introduire l'algorithmique et les langages de programmation qui est le cœur de notre module. Alors, pour rappel, revenons à la base. Qu'est l'informatique? Comment pouvons-nous définir ce qu'est l'informatique? Alors, plus exactement, il faudrait revenir peut-être à la définition de la langue anglaise qui définit l'informatique comme étant la science de l'ordinateur. Alors l'informatique en français est composée de deux mots, du mot information et du mot automatique, et les deux ont été fusionnés pour former l'informatique. Par conséquent, l'informatique concerne l'automatisation, d'accord, donc automatique, du traitement des informations qui sont stockées sur un ordinateur donné. Alors, la définition ou la nomination anglaise de ce terme-là veut dire la science de l'ordinateur, ou la science plus exactement d'un composant qui, alors on dit en anglais, qui compute, qui exécute un certain nombre d'instructions. Alors, ceci nous ramène en fait à définir ce qu'est plus exactement un ordinateur. Alors aujourd'hui est beaucoup plus répandu les ordinateurs de bureau, dire avec un ordinateur de bureau, un clavier, un écran, une souris, etc. Mais ce n'est pas juste ça un ordinateur. Il y a par exemple les laptops ou les ordinateurs mobiles euh, qui sont considérés comme étant des ordinateurs, mais également toute autre périphérique qui permet de traiter l'information de manière automatique telle que nous l'avons définie, telle qu'une calculatrice, telle qu'un ordinateur ou plutôt un téléphone portable qui est tout à fait également un ordinateur qui traite de l'information et un système d'exploitation, un ensemble de programmes installés sur le téléphone. Si on revient encore beaucoup plus à la définition exacte, eh bien nous pouvons dire que le calculateur ou la calculatrice chinoise, composée par un ensemble de dés qui permettent de faire des instructions principalement d'addition, est également un ordinateur parce qu'elle permet d'exécuter des instructions de manière, je dirais, semi-automatique. D'accord? Alors aujourd'hui, est-ce que juste un ordinateur de bureau tel que nous le connaissons est un ordinateur? Non, il y a plein de périphériques qui peuvent être considérés comme un ordinateur et comme nous allons le voir, il y a d'autres types d'ordinateurs qui existent sur le marché du travail, des compagnies informatiques, d'autres compagnies qui utilisent l'outil informatique. Alors, pour définir ce traitement automatique et ces informations, quelles sont donc les composantes de base d'un ordinateur? Quelle est la définition de l'ordinateur, ou plus exactement, quels sont les éléments sans lesquels un composant physique ne pourrait pas être considéré comme un ordinateur? Très bien. Alors, les composantes de base d'un ordinateur sont les quatre composantes que nous avons dans ce rectangle-là, à savoir une partie mémoire euh, constituée de la RAM et de la ROM, et une partie microprocesseur constituée d'une unité centrale et d'un UAL. Très bien. Alors, ces quatre composantes reçoivent des entrées en entrée, telles que par exemple un clic de la souris, une entrée du clavier après avoir tapé quelque chose. Ces informations sont euh, traitées par l'ordinateur et ensuite envoyées vers des périphériques de sortie tels que
l'écran, tel que par exemple l'imprimante, etc. Alors les informations qui peuvent traiter sur l'ordinateur et pour ne pas les perdre sont stockées dans des périphériques de stockage tels que les disquettes, les clés USB, les disques durs, etc. Alors revenons à ces quatre composantes de base. La mémoire. La mémoire est divisée, comme nous l'avons dit, en RAM et ROM. La RAM veut dire Read and Access Memory, ça veut dire que c'est une mémoire qui permet de lire et d'écrire des informations au cours du traitement et tant que la machine est allumée. C'est ce que nous connaissons comme étant la mémoire vive de l'ordinateur. La ROM, c'est Read Only Memory, et qui veut dire que c'est une mémoire qui ne permet seulement que d'être lue. C'est une mémoire qui est, en termes de capacité, très réduite et dont les instructions sont écrites par le constructeur de l'ordinateur et qui sont exécutées au départ lors du déclenchement ou de l'allumage de la machine. Les instructions qui sont enregistrées dans la ROM sont exécutées et qui, entre autres, vont dire à l'ordinateur d'aller charger sur le disque dur le système d'exploitation et de vérifier si les périphériques d'entrée et de sortie sont bien raccordés à l'ordinateur. Alors, ceci concerne la partie mémoire. Alors, tout au long du cours, quand nous parlerons de mémoire, nous parlerons de RAM et non pas de ROM. La définition de la ROM étant sa fonction principale étant réduite au déclenchement de la machine. Alors, pour ce qui est du microprocesseur, et puisque nous parlons de micro-ordinateur, nous parlons de microprocesseur et non pas de processeur, est composé de deux parties. L'unité de contrôle et commande, c'est le chef d'orchestre de tout l'ordinateur qui permet de gérer les données en entrée, d'enregistrer dans la mémoire, d'enregistrer dans les unités de stockage et également d'envoyer les informations vers les périphériques de sortie. C'est l'animateur principal de l'ordinateur. Il contrôle et il commande tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Alors, en cas de besoin, cette unité de contrôle et de commande va envoyer des instructions spécifiques concernant les opérations algébriques et les opérations logiques à l'ordinateur et nous avons une unité spécifique pour cela qui se nomme l'UAL, unité arithmétique et logique, et donc qui se spécifie dans le calcul des opérations algébriques 3 plus 4, 7 moins 2, 7 divisé par 8, etc. Des opérations logiques, savoir si oui ou non x est inférieur à y, si x plus y est supérieur à telle opération, telle variable, etc. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres types d'ordinateurs que nous connaissons? Oui, ce dont nous avons parlé, ce que nous connaissons qui sont le plus utilisés dans le quotidien de tous les jours, ce sont les micro-ordinateurs, mais nous avons d'autres types d'ordinateurs que sont les mini-ordinateurs, les mainframes, les ordinateurs plus exactement, et ensuite les super-ordinateurs. Alors, la différence principale réside dans la taille, par exemple. Un micro-ordinateur est plus petit qu'un mini-ordinateur, qui est plus petit qu'un mainframe, etc. Mais par contre, la différence principale entre tous ces ordinateurs-là est le nombre de personnes qui travaillent instantanément et en même temps sur un ordinateur. Alors, nous savons que sur un micro-ordinateur, je peux travailler moi-même, finir mon travail, laisser la place à un autre. Mais là, nous sommes deux personnes à travailler non pas en même temps, mais dans des temps différents. Par contre, à un moment donné, une seule personne peut travailler sur un micro-ordinateur, d'où l'appellation micro, une seule personne pouvant travailler. Sur tous les autres types d'ordinateurs, plus d'une personne peut travailler en même temps sur cet ordinateur-là et nous allons donner des exemples. Donc, le micro-ordinateur, c'est donc les différents types d'ordinateurs qui sont le plus répandus sur le marché actuellement. Le Macintosh étant également considéré comme un micro-ordinateur et non pas un type d'ordinateur à part, puisque également sur un Macintosh de la compagnie Apple, il y a une seule personne qui travaille en même temps. Donc de cette définition-là, ces différents types de machines sont considérés comme étant des micro-ordinateurs. Pour ce qui est des mini-ordinateurs,
nous pouvons dire que de une ou plutôt de 2 jusqu'à 10-15 personnes peuvent travailler en même temps sur ces ordinateurs qui sont en termes de taille beaucoup plus consistants qu'un micro-ordinateur. Le mini-ordinateur qui est le plus répandu dans le marché est un des exemples est l'IBM AS400 qui est utilisé par les moyennes entreprises, les régies autonomes par exemple d'eau, électricité, etc. Pour ce qui est des mainframes ou des ordinateurs centraux, vous avez donc le nombre de personnes augmente et jusqu'à 100-200 personnes peuvent travailler en même temps sur un ordinateur de type ordinateur central. Bien sûr, la compagnie IBM est la compagnie la plus connue dans la construction de ce type d'ordinateur et bien sûr il est utilisé par les grandes entreprises, par les banques, par les ministères, etc. pour le traitement de plusieurs données en même temps et par plusieurs personnes. Alors, et vous avez la dernière gamme qui est les superordinateurs ou supercalculateurs qui peuvent contenir des processeurs en parallèle, etc. Et évidemment, il n'y a que quelques sociétés très restreintes dans le monde qui possèdent de tels types d'ordinateurs. Alors évidemment, nous allons nous contenter d'utiliser un micro-ordinateur pour la suite de ce cours-là. Par contre, l'exécution algorithmique des différents programmes ne diffère pas d'un ordinateur à un autre, mais pour notre TP, nous allons nous concentrer sur les micro-ordinateurs. Alors pour montrer l'exécution d'un programme assez simple et comment les différentes composantes de base d'un ordinateur sont sollicitées au fur et à mesure de l'exécution, prenons un programme très simple qui consiste tout simplement à faire la somme de deux variables qui sont données par un utilisateur et cette somme est affichée en sortie. Alors, bien sûr, nous avons les composantes de base, comme j'ai dit, la RAM est mise de côté et nous considérons que la RAM, nous avons l'UCC, l'UAL, ainsi qu'un périphérique d'entrée qui est dans notre cas le clavier. Alors, la première instruction, lire X, consiste à ce que l'utilisateur tape sur le clavier une donnée en utilisant éventuellement le clavier numérique pour pouvoir donner une valeur à la variable X. Alors, le programme au début va remarquer que ce programme-là utilise trois variables X, Y et Z, donc il va leur allouer de l'espace mémoire spécifique dans la mémoire. D'accord? Vous voyez que nous avons les trois variables qui vont prendre des emplacements dans la mémoire pour pouvoir les traiter au fur et à mesure du traitement. La deuxième, donc supposons que X, l'utilisateur, saisisse la valeur 25 pour la variable X, et donc la valeur 25 sera stockée en mémoire par la variable X. Évidemment, c'est l'UCC qui va récupérer l'information du clavier et la mettre à l'emplacement de la mémoire réservée à la variable X. Comme deuxième étape, le programme consistera à lire la variable Y de manière similaire. Le programme va mettre par exemple la valeur 6 dans l'emplacement mémoire nommé Y. Alors ensuite nous passons à effectuer la troisième instruction qui consiste à calculer la somme de X et Y et à mettre cette somme-là dans une variable que nous nommons Z. Alors, cette instruction ne sera pas exécutée d'un seul coup, mais s'effectuera en sous-étapes. Donc, la première sous-étape, l'UCC va se charger d'exécuter cette instruction, mais remarquons que l'instruction se compose d'une opération algébrique, va envoyer cette opération-là à l'UAL et lui demandera de faire l'exécution. Donc, l'UAL va chercher d'abord en mémoire la valeur de X, va la récupérer pour la remplacer par 25. Ensuite, va récupérer la valeur de Y en mémoire en la remplaçant par la valeur de 6. Ensuite, l'UAL va, se spécialisant dans les opérations algébriques, va calculer que 25 plus 6 vaut 31. Lors de l'étape suivante, donc 31 est retourné, valeur 31, à l'UCC et l'UCC va remplacer la valeur de X plus Y par
la valeur numérique 31. Donc à ce niveau-là, la valeur étant calculée, l'UCC va se charger de mettre cette valeur-là dans la case mémoire réservée à la variable Z. Ensuite, la dernière étape, afficher Z, consistera de la part de l'UCC à récupérer cette valeur et de l'envoyer vers, par exemple, l'écran de l'ordinateur. Donc on peut voir, bien que le programme soit assez simple, mais en général, les différentes composantes de base sont sollicitées et des fois, des instructions peuvent paraître simples et banales, mais leur exécution prend un certain nombre de temps pour que les choses se fassent de manière claire et sans erreur. Alors, ici, nous avons vu que les informations sont traitées par l'ordinateur 25, 6, etc. avec un certain nombre de calculs. Comment ces informations-là sont-elles représentées par l'ordinateur? Le sont-elles de la même manière? Alors, ces données qui sont gérées par ce programme-là, ces données-là sont-elles gérées de la même manière ou représentées par l'ordinateur de la même manière que la manière avec laquelle elles sont gérées par l'homme? Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons revenir à une notion fondamentale de l'informatique, qui est la raison d'être de l'informatique et pourquoi justement est-ce que l'informatique a pris tellement d'importance dans notre vie quotidienne et est devenue parmi les outils les plus utilisés par la majorité des gens travaillant dans différents domaines de la vie professionnelle. Alors, sachant de plus que tous les traitements qui sont faits actuellement par l'ordinateur l'ont été à un certain moment par l'homme lui-même sans avoir eu recours à l'ordinateur. Eh bien, la différence fondamentale réside dans le fait que l'ordinateur a une vitesse de traitement qui est très élevée et qui dépasse de loin la vitesse de traitement d'un humain. De plus, l'ordinateur permet de traiter un très grand nombre ou un volume très important de données et par rapport à l'homme. De plus, la machine a une précision extrêmement importante par rapport à l'homme et elle ne se trompe pas par rapport à un homme qui va se fatiguer après un certain nombre de temps de travail. La machine également ne fait pas de grève, etc. C'est ce qui a permis à la machine de se trouver ou d'éclipser l'homme dans certains travaux pour lesquels il y a un besoin de vitesse élevée, il y a un besoin de traiter un grand nombre de données ou un besoin d'avoir une certaine précision. Eh bien, la raison d'être de tout cela, c'est que l'ordinateur, lui, fonctionne grâce à une énergie qui est l'électricité et qui a une vitesse très élevée par rapport au traitement de l'information par le cerveau de l'humain. Donc, par conséquent, la raison principale de tout cela, c'est que l'ordinateur fonctionne grâce à l'électricité. Alors, à partir de là, comment est-ce que les informations sont-elles représentées grâce à cette énergie-là qui est l'électricité? Bien, l'une des particularités de l'électricité, ou la particularité principale, est de dire que un certain composante est allumé, non allumé, etc., éteint, non éteint, ou pour être plus simple, il peut être représenté par l'information 0,1 allumée. Par conséquent, un ordinateur ne peut gérer que de l'information représentée par le symbole 0 et par le symbole 1. Il n'y a rien d'autre qu'un ordinateur ne sait gérer. Tous les logiciels que vous connaissez déjà, tout ce qui se passe sur un ordinateur, l'internet, les logiciels, le système d'exploitation, Windows ou autre, tout ceci est représenté et géré par de l'information sous forme de 0 et de 1. Alors, pour être plus simple, revenons à nos données et voyons comment des informations très très simples, des données telles que 4, 8, 5, une donnée, différents messages, comment sont-ils représentés par la machine? Donc, toutes les données, les instructions doivent être représentées par des séquences de 0 et de 1. Alors, comment d'abord représenter les données sous forme qui sont des nombres et qui sont des caractères? Eh bien, nous les humains, nous utilisons, comme il est connu en mathématiques, une représentation décimale, c'est-à-dire que la base sur laquelle nous nous reposons est la base 10. Ça veut dire qu'un chiffre tel que 1452 dans la base 10 s'écrit sous la forme 1 10 puissance 3 plus 4 10 puissance 2, etc.
Alors, la machine étant représentée par l'information 0,1 veut dire qu'elle se base sur une représentation booléenne qui est la base 2. À ce moment-là, l'information, par exemple, 3 dans la base 10 serait représentée par les symboles 1, 1 dans la base 2. Cela veut dire que le chiffre 3, tel que nous le manipulons, ce chiffre 3 est égal à 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Ceci fait 1, ceci fait 2, et par conséquent, le chiffre 3 est représenté dans la mémoire de l'ordinateur par 1, 1. Ça veut dire qu'il y aura par exemple deux petits voyants électriques qui vont dire qu'ils sont tous les deux allumés et qui permettront de représenter le chiffre 3. Si nous prenons le nombre 25 dans la base 10, il est représenté par cette séquence-là, 1, 1, 0, 0, 1, parce que 1 plus 2 à la puissance 0 est égal à 1, et nous avons ici 1, ici nous avons 1 fois 2 à la puissance 3 qui font 8, 1 fois 2 à la puissance 4 qui font 16, 16 plus 8 font 24, plus 1 font 25. Alors remarque très simple, tous les nombres impairs finiront forcément par avoir le symbole 1 complètement à droite de la séquence. Donc l'information minimale d'un ordinateur est représentée par ce que nous appelons un bit, qui est une unité booléenne, un petit voyant qui peut être allumé et non allumé. D'accord, ceci est un bit. Donc pour représenter le chiffre 3, nous avons besoin de 2 bits, alors que pour représenter le chiffre 25, nous avons besoin de 1, 2, 3, 4, 5 bits. Alors, l'ordinateur, la mémoire de l'ordinateur n'est pas divisée et divisée, comprend tout un ensemble de bits, mais ces bits-là sont regroupés par un dégroupement de 8 qui sont appelés bytes ou bien octets. Ce sont qui représentent 8 unités booléennes, et lorsque nous disons communément je veux acheter un ordinateur de 25 mégaoctets ou 25 mégabytes, eh bien, le méga, kilo, etc. est tout simplement des puissances d'octets, par conséquent un certain nombre de bits que la mémoire de cet ordinateur-là va pouvoir représenter. Alors, nous avons parlé des nombres. Qu'en est-il des caractères? Eh bien, les caractères tels qu'ils sont représentés, ils sont représentés par les humains, les alphabets et les symboles. Nous avons des tables de conversion qui permettent d'associer à chaque caractère un numéro binaire. Alors, au départ, cette table de conversion s'appelait le code ASCII, American Standard Codification Interchange, Information Interchange, et qui était représenté sur un octet. Ça veut dire qu'il était possible de traiter sur un octet toutes les combinaisons possibles, et à chaque combinaison lui était associé un symbole donné des différents symboles qu'il était possible de traiter. Alors actuellement, pour pouvoir traiter un plus grand nombre d'informations, puisque sur un octet je ne peux pas représenter beaucoup d'informations, le code ASCII a été délaissé au profit de ce qui est appelé actuellement l'Unicode, qui permet de représenter tous les symboles, tous les caractères sur deux octets, et à ce moment-là, la majorité des caractères utilisés par l'homme sur Terre en entier, aussi bien les caractères par exemple de la langue française tels que le A majuscule, le I minuscule, etc., que par exemple les chiffres, les caractères arabes, les caractères hindous, etc. Le nombre de 2 octets permet de représenter la majorité des caractères que l'homme utilise actuellement sur Terre. Et donc, grâce à la codification binaire, je peux représenter aussi bien les nombres en nous basant sur la base 2 pour représenter les nombres, et ensuite pour représenter les caractères, nous utilisons des tables de conversion telles que la table Unicode. Alors, étant donné cette introduction, nous pouvons dire maintenant que l'objectif de notre cours est de pouvoir écrire des programmes informatiques pour résoudre divers problèmes d'ingénierie. Un exemple de programme est le programme que nous avons disséqué tout à l'heure, qui consistait à calculer la somme de deux variables. Alors, quel langage pouvons-nous utiliser?
Cela n'a pas très d'importance puisque l'essentiel est de pouvoir comprendre la logique avec laquelle fonctionne l'ordinateur. C'est ce que nous appelons, cette logique-là s'appelle l'algorithmique avec laquelle nous allons commencer et ensuite nous allons utiliser un langage et comme je l'ai expliqué la dernière fois, nous utilisons un langage C pour différentes raisons. Donc les objectifs qui en découlent est de pouvoir connaître les différents types de données qui sont manipulées par l'ordinateur, connaître leur représentation, connaître les différents types d'instructions qu'il est possible qu'un ordinateur exécute et connaître les limites de l'ordinateur en termes de données et d'instructions. Il ne faut pas avoir l'impression que, avec ce que nous avons montré, l'ordinateur est capable de tout faire. Il y a quand même des limites en termes de précision, en termes de nombre d'instructions, etc., que l'ordinateur est capable de traiter. Alors, en termes de langage, évidemment, il existe des centaines de langages, mais nous ne pouvons pas les étudier tous. Donc, nous étudions d'abord l'algorithmique qui est une sorte de code standard qui permet de comprendre la logique de fonctionnement d'un ordinateur et à partir de laquelle nous pouvons traduire l'algorithmique vers n'importe quel autre langage. Donc l'algorithmique est également nommé la logique de la programmation. Alors les langages les plus connus qui existent, vous avez les langages tels que Visual Basic ou VB, il y a le langage C, le langage C++, Java, etc. Alors, C, à un certain moment, était le langage le plus utilisé par les ordinateurs ou par les programmeurs à travers le monde. Et étant donné sa facilité en termes pédagogiques et en termes de temps d'exécution par rapport aux ordinateurs et par rapport à d'autres raisons que nous pourrions citer par la suite. Alors, le langage C, il est possible de le traiter par différents logiciels. Celui que nous allons utiliser dans les laboratoires s'appelle Dev C++. Donc ainsi prend fin ce premier chapitre et donc je vous donne rendez-vous au prochain chapitre dans lequel nous allons commencer la partie algorithmique de ce cours-là.